Seattle Sounders are champions once again. This time on home turf in the Pacific Northwest. Their second championship. Bonjour et bienvenue de nouveau à ce podcast de Culture Soccer, le dernier podcast, je pense, de la saison au complet parce il est 5h15 heure du Québec, il est, je suppose, aux alentours de 10h15 heure de Londres, là où Antoine est, où il doit être en train de jubiler parce que on va pas le cacher, on le sait, ceux qui vous nous écoutez, vous le savez, c'est un supporter des Sounders de Seattle. Et de l'autre côté, il y a Anthony de Varenne qui est, je pense, la personne la plus neutre dans cette finale, tandis que moi, on le sait très bien qu'au fond de moi, je voulais pas que Toronto gagne. Bref, on est là après cette MLS Cup, la 24e édition de la MLS Cup. Comme d'habitude, votre hôte, Adi Raphaël, je suis rejoint par les deux autres rédacteurs en chef de Culture Soccer, Anthony de Varenne et Antoine Latran. Salut les gars, vous allez bien? Ça va très bien. J'ai laissé la parole à Antoine parce que lui, il doit aller très bien également. Oui, rédacteur en chef et champion de MLS 2019, s'il te plaît, Adi. Parfait, on va te le donner le titre. Sauf que à partir de demain, tu n'as plus rien, ok? J'ai quelques mois là pour pouvoir me vanter. Et putain, est-ce qu'elle fait du bien cette victoire? Oh là là, parce que pour ceux qui ne savent pas, on enregistre vraiment juste après, mais quel match, c'était très sympa. Ouais, c'était un excellent match. Donc, pour ceux qui essaient de deviner le score parce qu'ils n'ont pas eu le temps de voir le match ou d'écouter le match pour nos amis québécois, en fait, victoire des Sounders sur le score de 3-1. Oui, vous avez bien entendu, 3-1 et non pas 3-0 pour ceux qui ont décidé d'éteindre leur poste de téléviseur à l'avance. Oui, c'était 3-1 avec un but dans les dernières secondes de José Altidore pour réduire la marque et pour que Toronto ne soit pas vraiment humilié dans cette partie-là. Par contre, c'est sûr, sur le terrain, on a vu un match en deux parties, n'est-ce pas, Anthony? Oui, en effet, là, la première mi-temps, je l'ai trouvé, selon moi, à l'avantage de Toronto. Vraiment, là, ça allait bien de leur côté. Mais malheureusement, en deuxième mi-temps, pour eux, là, il y a eu un but peut-être contre le cours du jeu avec un contre son camp. Qui a vraiment là, permis à Seattle là, de vraiment contrôler le match par la suite. Et la suite les a donnés victorieux. Donc vraiment, là, peut-être un peu de chance, mais c'est avec la chance qu'on devient champion. Exactement, la chance du champion, comme on dit, n'est-ce pas, Antoine? Est-ce que tu penses aussi que c'était un but chanceux, mais est-ce que tu t'y attendais pas non plus, ce but-là? Pour toi, c'est un but qui est venu contre le cours du jeu? Oui, un peu, mais après Seattle a l'habitude de jouer contre le cours du jeu. On en avait parlé, le match contre Dallas ou de Real Salt Lake, ils n'avaient pas la possession. Et puis Toronto a bien joué la première mi-temps, mais il manquait quelqu'un au centre. Il manquait le José Altidore qu'il a manqué pendant tous ses playoffs, mais cette fois il n'y arrivait pas à passer un peu le centre du terrain, j'ai l'impression. Et puis Stéphane Frey a fait 2 ou 3 beaux arrêts. Et après, en fait, c'est comme contre Dallas, comme contre Real Salt Lake. En fait, Seattle a vraiment s'est laissé être sous possession, a laissé le ballon. Pas de souci. Et puis ils ont marqué un but chanceux, il est vrai, mais après le but, Toronto s'est beaucoup trop précipité, a laissé des trous gigantesques en défense et c'était cuit, je pense, pour Toronto après ça. Mais Seattle a réussi à rester, même sous pression, à rester bien structuré et discipliné, ce que Toronto n'a pas réussi dès qu'ils ont pris un premier but. Parfait. Vu qu'on a parlé un peu de ce match et du film du match un peu, j'aimerais revenir un peu à l'avant, ok? On commence à la minute 0 avant le coup d'envoi de ce match-là. On regarde les compositions. D'accord? Parce que c'est important. Il y a eu des choix forts, selon moi. On commence en premier par Seattle. On l'a dit lors du dernier podcast, Antoine et moi, c'est qu'on n'était pas trop sûr quelle défense centrale il allait choisir, Brian Schmetzer, parce que c'est sûr qu'on l'a vu, il y a un match où il a joué avec Arriaga et Kim Ki-hee. Cette fois-ci, il est revenu avec la défense centrale habituelle, Roman Torres, Kim Ki-hee. Est-ce que tu trouves, tu t'es étonné, toi, Antoine, ou tu y attendais à ce que cette charnière centrale revienne directement sur le terrain pour cette finale? C'était compliqué d'enlever Roman Torres parce qu'il a fait une très belle prestation contre LAFC. Enfin, il a bien géré au début. Puis c'est compliqué parce que Arriaga, il a beaucoup joué cette saison, mais c'est Torres normalement qui est titulaire, je pense, dans l'esprit de Brian Schmetzer. Et finalement, Torres a très bien fait. Il a fait un très beau match. Donc je dirais pas que je m'y attendais à ce qu'il soit titulaire, ça aurait pu être 50-50, mais finalement c'est une très bonne idée parce qu'il a géré son match Torres et Arriaga est rentré en fin de match. Mais
En fait, je pense que Schmetzer pensait que Altidore allait rentrer très vite et peut-être à la mi-temps. Et là, Torres aurait été logique. Mais finalement, Altidore est rentré bien après. Donc voilà. Mais j'aurais mis Torres en tout cas si Altidore avait été titulaire. Mais j'étais pas trop surpris non plus. Et il a fait une très solide performance. On va garder ça je vais inscrire ça sur le point de l'euphorie, Antoine, mais en demi-finale contre LAFC, c'était effectivement Arriaga avec une pardon, donc c'est ça. Mais je sais que t'es trop content maintenant, ça va trop vite, hein, ça va trop vite dans la tête. Toi, Anthony, est-ce que c'est quelque chose tu t'attendais à ce que ce soit plus Roman Torres? C'est sûr que avec Altidore qui est pas là, il a dit, Antoine, comme quoi, si jamais Altidore était là, ça aurait été logique de voir Roman Torres, mais si on pense que c'est Pozuelo qui joue un système de faux neuf, ça aurait été peut-être un peu mieux d'avoir Arriaga en tant que joueur qui est un peu plus mobile que Roman Torres. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris, cette charnière centrale-là? Oui, c'est ça. Moi, je m'attendais pas à avoir Altidore avec un 45 minutes. Donc, ça a été logique qu'il rentre un peu plus tard. Et moi aussi, pour ma part, je pensais que ça allait être Arriaga là, parce que ça avait quand même bien marché face à une équipe offensive très mobile, comme LAFC avec des Rossi, Vela, Rodriguez. Donc, comme tu l'as dit, avec un joueur comme Pozuelo, je m'attendais à peut-être avoir Arriaga, mais finalement, ça l'a quand même souri à Schmetzer là, de mettre Torres, qui a fait un très bon match. Donc, mais c'est surtout que Seattle aussi était peut-être plus bas. Donc vraiment là, il y avait moins besoin de courir là, vraiment il a très bien fait et Toronto là, a eu très peu de chance. Exactement. Et puis après, si on continue dans ce 11 de départ là, une autre surprise, pour moi c'était une surprise. Je sais qu'Antoine, lors du dernier épisode, il trouvait que c'était logique, mais je vais lui reposer la question. Sur le poste, dans le poste d'ailier droit, moi je m'attendais à ce que Victor Rodriguez soit titulaire durant ce match-là. Malheureusement, c'était encore Jovin Jones. Puis finalement, Rodriguez est rentré vers la fin du match. Il a remplacé à ce moment-là il a remplacé Brad Smith pour amener un peu plus de force offensive. Mais Jovin Jones a joué tout le match. Tu l'as dit, toi, Antoine, c'était plus pour sa rigueur défensive aussi que Jovin Jones, ou c'est un ailier un peu plus défensif, ce qui plaît beaucoup à Brian Schmetzer. C'est bien le cas? Exactement. Et puis, je pense qu'il a fait rentrer Victor Rodriguez au moment où Toronto justement avait moins de discipline et laissait passer les espaces. Et d'ailleurs, Victor Rodriguez vient d'être élu meilleur joueur de la finale, genre vraiment il y a 30 secondes. Donc il a mérité, c'est marrant parce qu'il est rentré en cours de jeu, mais il a tout de suite impacté le jeu de Seattle. Et pour Jovin Jones, c'est exactement ça. Et je pense qu'en première mi-temps, il a bien défendu son côté, comme contre le LAFC, mais j'étais pas aussi persuadé que contre le LAFC. Il a pas sorti le même match, il était pas aussi bon. Et après, à la mi-temps, il a changé de position avec Maurice. Ils ont changé de la droite à la gauche. Et ça a plutôt bien marché en deuxième mi-temps. Donc, solide de la part de Brian Schmetzer de le prendre en titulaire. Mais ça aurait pu aller de l'autre côté. Je pense qu'il avait juste voulu, Schmetzer, vraiment laisser la possession à Toronto en début de match. Donc, solidité défensive, comme tu l'as dit. Et on laisse Jovin Jones sur le terrain. Parfait. Et de l'autre côté du terrain, du côté de Toronto aussi, il y a eu des choix forts de la part de Greg Vanney. On l'a vu depuis le début de ces playoffs-là. C'est sûr, Omar Gonzalez n'avait pas joué une seule minute et c'était grâce à Laurent Simon, Chris Mavinga en charnière centrale que Toronto était allé aussi loin. Ils avaient fait de très bons matchs en tant que défense centrale. Puis finalement, pour cette finale-là, pour moi, c'est vraiment inexplicable. J'ai trouvé ça un peu ridicule de la part de Greg Vanney. Même si je connais Omar Gonzalez et je connais qu'il est de loin, selon moi, il est supérieur à Laurent Simon. N'empêche, enlever une charnière centrale qui a si bien fait pour les playoffs, dans les playoffs, de la part de Greg Vanney, c'est quand même un gros coup, je pense, que ce soit pour Laurent Simon. Et on l'a vu, la défense torontoise n'était pas si sereine que ça, surtout en deuxième mi-temps, n'est-ce pas, Antoine? Exactement, je suis assez d'accord avec toi. Et surtout, après, Mavinga s'est blessé un petit peu à la fin, donc il avait vraiment du mal à courir. Mais j'étais aussi surpris quand j'ai vu la composition. Mathias Van Hals, qui est un journaliste spécialisé dans MLS aussi, que vous devez sûrement connaître parce qu'il était passé dans ce podcast plusieurs fois, lui disait sur Twitter que c'était parce qu'il pensait que Gonzalez était meilleur sur les coups de pied arrêtés et que ça pouvait être quelque chose que Toronto allait poursuivre contre Seattle. C'est possible. Moi, je n'étais pas si surpris que ça parce que c'est le titulaire de base. Laurent Simon était là parce que Gonzalez était blessé. C'est vrai, c'est assez méchant de la part de Vanney de ne pas mettre Simon alors qu'il a très bien joué pendant ses playoffs.
mais je comprends parce qu'il a ses titulaires et il a voulu le mettre. Il a fait un match moyen, c'est vrai. C'était pas le pire sur le terrain, mais c'était pas le meilleur, selon moi. Parfait. Et toi, Anthony? Moi, pour vrai, c'est vrai que Gonzalez, là, c'est le premier défenseur là, du côté de Toronto. Donc, je n'étais pas surpris de le voir là, surtout s'il était en forme. Et j'ai pas trouvé son match catastrophique non plus. Là. Je trouve qu'il a quand même bien fait. Ils ont perdu 3-1, mais je trouve qu'il a quand même bien fait là, en tant que tel dans le match. Je suis 100% d'accord avec toi, moi aussi, sauf que on est encore à la mi-0 ici. Moi, quand j'ai vu la feuille de match, j'ai trouvé ça un peu bizarre de voir Omar Gonzalez dans le 11, surtout qu'il n'avait pas joué le match dans ses playoffs. En fait, il n'avait même pas joué une minute dans ces playoffs-là. Donc, bref. Et puis, juste après, il y a autre chose un peu qui m'a étonné. Pourtant, ça a été le cas sur plusieurs de ces matchs dans ces playoffs-là. Mais Tsubasa Endo, de nouveau titularisé sur l'aile droite. Moi, ça m'a étonné parce que il y avait quand même plusieurs autres choix. On a vu qu'à chaque fois que Richie Laryea est rentré dans le match, dans la plupart des matchs de Toronto durant ces playoffs, il a fait la différence. Endo l'a fait peut-être sur un seul match. Je m'attendais à ce que ce soit Richie Laryea dès le début pour mettre un peu plus d'endurance et de rapidité et de vitesse dans cette attaque torontoise. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a frappé qui t'a frappé à l'œil toi aussi, Antoine, ou pas vraiment? J'étais pas surpris de le voir titulaire parce que il avait bien joué les derniers matchs et Endo, c'est une belle histoire en plus. J'ai l'impression que Greg Vanney l'aime beaucoup, mais c'était évident qu'au bout de la première mi-temps, c'était le moins bon du trio offensif de Toronto. Il a vraiment peu impacté. J'ai trouvé le milieu, en fait, en général, de Toronto assez mauvais. Osorio et Delgado, on les a pas beaucoup vus. Par contre, il y a Endo aussi peu invisible, alors que Benezet, sur l'autre côté, était incroyable. Peut-être qu'on en parlera un peu après, mais j'étais pas surpris de le voir, mais il a très vite déçu et j'étais surpris qu'il ne sorte pas en premier. L'ARA ne rentre pas en premier parce qu'il est rentré assez tard dans le match. Mais non, pas si surpris de le voir titulaire. Je sais pas ce que tu en penses, Adi, parce que ça m'aurait étonné qu'il commence le match alors que Endo en a quand même pas mal commencé avant. Ça m'aurait étonné, oui et non. D'un point de vue, je m'attendais à ce que Greg Vanney est reconnu pour pouvoir faire des coups tactiques. C'est pas quelqu'un qui va venir et qui va sûrement essayer de te surprendre avec ses sélections, avec ses 11 de départ. Et c'est un des petits trucs que je m'attendais un peu de Greg Vanney. Je m'attendais à ce que ce soit Richie Laryea dès le début pour un peu plus jouer avec Pozuelo, parce qu'on a vu à chaque fois qu'il est rentré, Laryea, durant les matchs, il a bien combiné avec Pozuelo, il a créé des choses dans tous les matchs de ces playoffs-là. Donc je m'attendais à ce que ce soit lui en tant que titulaire. Je sais pas, Anthony, je vais pas dire que j'étais surpris de voir Endo, mais ça m'aurait pas surpris non plus de voir Laryea. Donc, c'est une question que je me suis posée avant de voir le 11 de départ. Est-ce qu'Anthony, tu t'es posé cette question-là, toi aussi? C'est vrai que Kendo a quand même beaucoup joué dans les derniers matchs. C'est un joueur que j'aime bien, provient de la USL, il était avec la réserve, mais vraiment, je trouvais là, qu'il faisait pas le poids face à Kim Key ou Smith. Mais si on retourne à la minute 0, je crois que ça aurait pu être lui ou Laryea. Donc, je crois que Vanney avait une idée en tête et je pense qu'il a continué sur ce qu'il avait fait sur les derniers matchs au niveau de l'offensive. Parfait. Il y a une chose qu'Antoine a dit un peu avant. Je veux prendre aussi ton avis, Anthony, parce qu'Antoine en a parlé. Il a parlé du milieu de terrain. C'est vrai que Delgado, même Bradley, était un peu. J'ai pas trouvé très bon en première mi-temps. On parle juste de la première mi-temps. Mais pourtant, j'ai trouvé Osorio très bon, moi. J'ai trouvé, sur cette première mi-temps, c'était le seul au milieu de terrain qui essayait de faire quelque chose. Il y a même eu un tir dans ce match, dans cette première mi-temps-là. Bref, moi, je l'ai pas trouvé si pire que ça en première mi-temps. En fait, j'ai trouvé même assez bon dans cette première mi-temps. Est-ce que tu es plutôt de mon avis ou de l'avis d'Antoine par rapport à Osorio dans cette première mi-temps? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas personnellement Osorio, mais je crois que c'est vraiment tout le milieu de Toronto qui s'est fait manger par la défense assez compacte de Seattle. Vraiment, on a vu le plan de jeu de Seattle très tôt qu'ils voulaient jouer compact pour que Toronto, leur seule chance soit sur les côtés. Et quand tu n'as pas de buteur physique, tu peux pas réceptionner les centres. Mais je crois que entre Delgado et Osorio, je trouve que c'est Osorio qui a le mieux fait. Parfois, il était capable de bien s'en tirer là, avec la balle quand même.
Moi, je voulais juste dire, j'ai trouvé Bradley meilleur que Osorio Delgado en première mi-temps. Il a fait je trouve un gros travail sur la position de balle pour changer les côtés du terrain, pour faire des longues passes. Il a très bien joué en première mi-temps quand il n'était pas trop pressé par Seattle. Donc, j'ai pas trouvé Bradley si mauvais que ça en début de match. D'ailleurs, anecdote amusante sur Bradley, mais s'il avait gagné ce match, il aurait eu une extension de son contrat à 6 millions par an. Et du coup, il l'a pas avec la défaite. Il doit avoir un peu la rage de ce côté-là. Mais peut-être qu'il fera une prolongation de contrat, quoi. Mais en tout cas, c'est pas la automatique à 6 millions de dollars. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai, c'est vraiment dommage. En tout cas, il y a plein de rumeurs par rapport à Bradley. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Mais on revient à ce match-là. Moi, j'ai pas trouvé Bradley mauvais, mais je n'ai pas trouvé non plus transcendant. On a vu un Michael Bradley beaucoup, de loin plus imposant d'habitude dans des matchs. Mais déjà, toutes les playoffs, il a été, on dirait, des performances coup-ci, coup-ça, ça n'a pas été un joueur dominant, en tout cas au milieu de terrain. Et puis du côté de Seattle, dans cette première mi-temps, j'ai été quand même assez déçu de ce que j'ai vu du côté de Seattle. Ça bougeait pas trop. Il y avait pas beaucoup je sais qu'ils jouaient en contre, mais même les contres, c'était assez brouillon. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine. Est-ce que c'était décevant quand même cette première mi-temps? C'était le Seattle classique des débuts de match contre Dallas, Real Salt Lake, même LAFC, parce qu'on commence à en prendre un but dès le début. Je les ai trouvés OK les 10 premières minutes, puis après, de la 15e à un truc comme la 35e ou 40e, c'était terrible. Ils ont fait des contres très mous. Au début, ça allait, parce que Jordan Morris courait pas mal, mais après, c'était très compliqué. Et on a eu du mal à se faire des occasions, et en fait, à posséder le ballon, parce que j'ai trouvé Bradley très bon dans ce rôle de métronome, et puis Benezet extrêmement dangereux, et Seattle avait du mal à développer des attaques. Il n'y avait pas l'air d'avoir d'automatisme, tu vois, ça avait l'air d'être un petit peu, on essaye d'avoir des exploits individuels, et donc je suis d'accord avec toi, la première mi-temps était vraiment à l'avantage de Toronto, et j'avais assez peur, même si c'est le style de jeu de Seattle. Alors, j'étais pas si étonné que ça. D'accord. Et toi, Anthony, est-ce que c'est quelque chose... ils t'ont déçu, toi aussi, les Sounders, en première mi-temps, comme moi, ou toi aussi, tu trouvais que c'était un peu normal aussi, de ce point de vue-là? Ben moi, ils m'ont déçu d'une part, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était normal au vu de comment Toronto jouait. Je crois que les Sounders de Seattle ont été très patients et vraiment... avec un Jovin Jones en tant qu'ailier, là, ça l'aidait pas non plus. On a vu que quand Victor Rodriguez est rentré dans le match à la place de Brad Smith, les contre-attaques étaient beaucoup plus fluides et c'est pas pour rien qu'ils ont marqué 2 buts après son entrée, là. En tout cas, j'ai entendu un peu une entrevue de Brian Schmetzer à la mi-temps, au retour des vestiaires. Et puis on lui a demandé comment tu as vu, c'était difficile durant cette première mi-temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs pour pouvoir recommencer cette deuxième mi-temps du bon pied? Puis il a dit, écoutez, oui, c'était difficile. Par contre, mes joueurs n'ont pas lâché. C'était très bien de leur part. Il a dit, par contre, j'ai fait 2-3 changements tactiques et j'espère que ça va porter ses fruits. Je pense que oui, ça a porté ses fruits. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2-3 changements tactiques, Antoine? Je suis sûr que tu as décrypté ça comme il faut, mais il y en a eu plusieurs. Hein, et qu'est-ce que tu as pensé de ces petits mini-changements? Il n'y a pas eu de changement de joueur à la 45e minute, mais il y a eu des mini-changements dans le jeu quand même. Comme on le disait déjà, oui, Jordan Morris et Jovin Jones sont changés de côté, ce qui peut paraître un peu anecdotique comme ça, mais en fait Morris avait du mal à se développer peut-être de son côté et à être confronté à d'autres joueurs a pu peut-être aider. Surtout que Benezet montait très haut, donc j'imagine que Morris de l'autre côté avait peut-être plus de place. Ça laissait aussi un peu de place à Brad Smith pour passer de l'autre côté. Et puis je pense qu'une fois que Rodriguez est rentré, ça avait beaucoup plus de sens aussi, parce que d'un coup on avait Rodriguez d'un côté, Morris de l'autre, et Brad Smith qui pouvait aider Rodriguez. Donc c'est-à-dire qu'un mec qui dribble puis un mec qui va vite. Donc ça avait du sens. Mais je pense qu'en fait l'ajustement tactique, c'est surtout à Toronto en fait qui se précipite et qui n'est pas discipliné. En fait, après le premier but, vraiment Toronto allait beaucoup trop vite devant et c'était vraiment ils fonçaient alors qu'il restait quand même plus d'une demi-heure pour pouvoir égaliser, mais ils fonçaient comme si c'était les 10 dernières minutes et ça leur a porté extrêmement préjudice parce qu'après les Seattle a vraiment commencé à mettre le pied sur le ballon. Au premier mi-temps, il y avait vraiment 0 moment où Seattle contrôlait un peu la possession. En deuxième mi-temps, ça s'est mis beaucoup plus. Lodeiro, il commençait à débloquer des espaces, à jouer un peu avec Roldan, Morris et Jones ou Rodriguez, donc ça a vraiment changé de ce côté-là. Et la machine Seattle en fait s'est débloquée à partir du premier but et c'était très compliqué pour Toronto après de revenir.
Et toi, Anthony, est-ce que il y a un autre changement tactique qui t'a aussi, à part le changement des côtés et le fait qu'effectivement, Toronto, ça allait un peu moins bien, est-ce que tu as trouvé qu'il y a autre chose, l'ajustement tactique de la passe de Schmetzer dans sa deuxième mi-temps? Parce que c'est quand même le jour et la nuit entre les deux mi-temps du côté des Sounders, selon moi. Ouais, non, on dirait les Saunders, vraiment. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, là, mais en arrivant en deuxième mi-temps, on dirait il était plus confiant en offensive, mais on dirait que ça allait mieux. Vraiment, les changements tactiques de changement de côté et tout, ça leur a porté fruit. Mais je pense que c'est surtout l'entrée de Victor Rodriguez, là, parce que on a vu que les 2 derniers buts, c'était vrai. On pourrait dire c'était pas des faux buts, là. C'était bien joué, vraiment. Le premier, ça a été de la chance, ou en tout cas une erreur de Toronto. Et ça leur a porté fruit. Mais non, vraiment, là, Seattle a bien joué. Ils sont rentrés en deuxième mi-temps, on dirait un peu plus posés. Ils ont quand même bien fait en attaque. Donc, c'est pas mal ça, là. Ouais, effectivement, mais si tu y penses, tu as parlé de la rentrée de Victor Rodriguez et c'est sûr c'était après le premier but de Seattle. C'est quand même surprenant parce que on voit un ailier comme Victor Rodriguez rentrer pour un latéral gauche. Et c'est quand même, on dit en anglais ballsy, donc c'est très courageux de la part de Brian Schmetzer de faire ce genre de changement-là. On sait que d'habitude, pour ceux qui suivent par exemple d'autres championnats, que ce soit en Europe, ainsi de suite, on voit toujours et assez souvent, dès qu'on prend l'avantage dans des matchs capitaux, on voit plus un changement plutôt défensif pour l'équipe qui mène. Là, c'était un changement plutôt offensif, en tout cas sur papier. Mais comment ça s'est traduit sur le terrain, Antoine, toi, ce changement-là, est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris? En fait, c'est marrant parce que oui, il était prévu avant le but. On voyait que comment il s'appelle, Rodriguez, il s'est chauffé un petit peu avant le but du 1-0. Donc j'étais assez surpris de voir que Schmetzer il continuait quand même avec cette idée. Et finalement, c'est Jones en fait qui est redescendu et qui a laissé un peu de place à Rodriguez devant, puisqu'ils avaient changé de côté. Et ça avait du sens comme ça, en fait. Jones est repassé dans un rôle beaucoup plus défensif. Il a laissé de la place à Rodriguez, qui a pu bien échanger avec Lodeiro au milieu de terrain, faire des bons ballons, et puis qui a marqué le but à la 76e. Donc finalement, en fait, ça avait du sens quand on le regarde de ce prisme. Mais c'est vrai que j'étais très surpris de voir que en fait, Brian Schmetzer a continué avec le même schéma tactique que même après le premier but. C'est-à-dire qu'il savait que de toute façon, il allait aller à l'attaque et marquer un deuxième, voire un troisième. Ouais, c'est vrai. En plus, quand tu y penses, pour ceux qui le savent pas, mais Jovin Jones est capable de jouer en tant que latéral gauche. C'est quelqu'un qui est capable de prendre tout le couloir. Et puis, c'est ça qu'il a fait. Donc, c'est un changement tactique. Oui, sur papier, un défenseur qui est remplacé par un ailier. Sauf qu'il y a l'ailier qui était là au début, qui revient en tant que défenseur. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs qui soient polyvalents comme ça, n'est-ce pas, Anthony? En fait, c'est très important pour un entraîneur d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer plusieurs positions. Et Jovin Jones, c'est ce genre de joueur-là. Oui, en effet, ça permet au coach de pouvoir faire un changement tactique sans pour autant utiliser un de ces changements. Et c'est là qu'on voit qu'un joueur comme Jovin Jones est important. Il peut jouer en tant qu'ailier, en tant que défenseur, donc c'est bien. Un peu à l'image de Nick DeLeon de l'autre côté, qui peut autant jouer ailier que défenseur. Donc, non, c'est vraiment bien. Et ça l'a permis d'ailleurs de pouvoir, à Brian Schmetzer, de racheter un joueur comme Victor Rodriguez qui aura en fait qui a vraiment eu de l'impact dans le match. Donc, ça sert à ça, ces joueurs-là. Effectivement, c'est quelque chose de très important et on l'a vu. Par contre, du côté de Greg Vanney, j'ai pas trop apprécié les changements qu'il a fait. Déjà, le premier changement, c'était, comme l'a dit Antoine, c'était Endo qui a été remplacé par Nick DeLeon. Nick DeLeon avait l'habitude durant toute la saison avec Toronto de jouer plus au milieu de terrain. Là, on l'a vu en tant qu'ailier. J'ai pas vu beaucoup d'impact de la part de DeLeon. Après, on a eu un deuxième changement à la 68e où Josie Altidore est rentré à la place de Nicolas Benezet. Puis là, oui, on a vu un bon Josie Altidore qui a même marqué le but. On a vu Pozuelo de nouveau sur un côté. C'est lui qui donne la passe décisive. Donc là, ça a fait du bien. Et puis le troisième changement, Richie Laryea, comme l'a dit Antoine, il fallait le faire un peu plus tôt. Puis là, il rentre à la place d'Osorio et là, on voit DeLeon revenir au milieu de terrain. Donc, c'est comme s'il était un peu indécis, Greg Vanney, il n'avait pas l'air d'avoir
le contrôle, il n'avait pas senti le pouls du match, en fait, selon moi. Après, c'est facile de dire à la fin du match, mais n'empêche, j'ai trouvé qu'il n'était pas à 100% dans le match. Greg Vanney, il n'a pas fait les bons changements, selon moi. Je sais pas, parce que Endo fallait le sortir. Il avait vraiment peu d'impact, je trouve. Donc c'est pas plus mal. Et puis tu te dis, bon, Nick DeLeon, par rapport à ce qu'il a fait le dernier match, c'est vrai que c'est pas son poste exact, mais il y avait moyen. Par contre, oui, je suis déçu qu'il ait sorti Benezet, même si oui, il fallait faire rentrer Altidore, mais Benezet, c'était vraiment en première mi-temps. Il était très très dangereux. Il a très bien combiné avec Pozuelo. Si ces deux-là restent à Toronto l'année prochaine, ça peut faire beaucoup de mal au milieu de terrain, parce que vraiment, ça combinait super bien. Et j'étais surpris du match de Benezet, mais oui, il l'a sorti. En deuxième mi-temps, il était un peu en deçà, mais quand même. Et puis Altidore a vraiment bien impacté le match, quoi. Ça se voit qu'il était un peu blessé, donc il aurait peut-être pas pu faire les 90 minutes. Mais dès qu'il est rentré, d'un coup, il y avait une cible devant et il a vraiment impacté le match. Altidore, il était dangereux de la tête et a changé son équipe. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai pas compris aussi Richie Laryea, il aurait peut-être dû le faire un peu plus tôt à la place de Jonathan Osorio, même si au final il fait tous ces changements, je crois, avant la 80e. Oui, à la 77e, c'était le 3e, tu as raison. Ouais, donc il essaye, tu vois, mais c'est vrai qu'il avait. Peut-être qu'il aurait dû en faire un à la mi-temps en fait. Peut-être qu'il aurait dû sortir Endo directement à la mi-temps. D'accord. Et toi, Anthony, est-ce que c'est quelque chose, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que effectivement Vanney a mal négocié ses changements? Oui, j'ai l'impression qu'il aurait peut-être dû faire un changement, comme disait Antoine, à la mi-temps. Peut-être qu'il pensait qu'il était en contrôle des choses. Malheureusement, le but des Sounders, on dirait que le dééquilibré, parce que vraiment, on a vu qu'il a poussé son équipe peut-être un peu trop vite après le but. Ça a mené à 2 autres buts de Seattle. On ne sait pas, peut-être que si Vanney aurait pas fait pousser autant en rentrant Altidore au même moment, mais en faisant moins pousser, peut-être qu'il aurait marqué le but et on serait encore en train d'écouter le match. Ouais, exactement. C'est très possible, effectivement. Après, comme je l'ai dit, Greg Vanney, et je l'ai répété plusieurs fois, que ce soit ici, que ce soit sur d'autres plateformes, comme quoi Greg Vanney, on doit quand même être conscient de ce qu'il a réalisé à Toronto. Hein. Il a réalisé une saison de haute volée. Il a été extraordinaire. Il a su retourner une situation assez fâcheuse en début de saison pour ramener son équipe en finale de la MLS. Après, tout se joue sur un match. Peut-être qu'il n'a pas été bon sur ce match-là, mais il ne faut pas non plus le jeter des pierres non plus parce que c'est un entraîneur extraordinaire. Mais revenons à ce match-là. Et une chose sur Victor Rodriguez, hein, Antoine, j'aimerais avoir ton avis. C'est sûr que c'est un joueur qui a été blessé une très grande partie de la saison. Par contre, on sait que c'est un excellent joueur, l'Espagnol de 30 ans. Vraiment très, très bon joueur. Et puis, on l'a vu sur ce but extraordinaire qui est un peu... C'est le but qui fait descendre, qui fait retomber la poussière un peu, qui fait redescendre le côté revanchard de Torontois. Ça remet un peu tout le monde d'accord sur la supériorité de Seattle dans ce match-là, n'est-ce pas? Oui, exactement, parce qu'avant qu'il ait marqué le but, c'est vrai qu'on aurait pu penser un peu à un vol par rapport au but contre son camp. Même si le but contre son camp, clairement, si le défenseur la passe, il y a 2-3 joueurs de Seattle derrière, donc voilà. Mais oui, Victor Rodriguez, excellent joueur. C'est marrant parce qu'on ne sait toujours pas s'il va prolonger avec Seattle, parce que je crois qu'il est en fin de contrat, ou alors il y reste un an. Mais il a un salaire assez gros pour un mec qui joue pas beaucoup. Mais c'est clair que le début de saison de Seattle, cette saison était excellent. Je crois que c'est les 10 premiers matchs où on perd pas ou quelque chose comme ça. Et c'était quand on avait en fait Rodriguez titulaire. Et dès que Rodriguez est parti et a commencé à beaucoup moins jouer parce qu'il était blessé, Seattle a commencé à être vraiment moyen. Mais on voit que oui, la triplette derrière Rudias, quant à Maurice, Lodeiro, Rodriguez, ça joue beaucoup mieux parce que Rodriguez combine très bien avec Lodeiro. Il était super dangereux. C'est rare qu'un mec gagne le trophée du MVP de la finale, enfin de la MLS Cup, juste en jouant 30 minutes. Ouais, donc il a vraiment impacté ce match. Il n'y a pas que son but, même si son but est très beau. Et j'espère qu'il restera et j'espère qu'il sera plus en forme l'année prochaine. Mais quel joueur, il est très très bon. Ouais, effectivement. Et Anthony, est-ce que c'est quelque chose pour toi, c'est mérité ce but de meilleur joueur de la finale pour Victor Rodriguez? Ou bien est-ce que tu trouverais quelqu'un d'autre qui devrait prendre la place? Moi, personnellement, j'ai un autre avis, mais je te laisse commencer. Moi, honnêtement, je suis pas choqué vraiment, mais selon moi, le trophée de meilleur joueur, je l'aurais donné au collectif des Sounders de Seattle parce que vraiment, ils ont fait un match pratiquement parfait. Oui, une première mi-temps moyenne, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il était plus patient qu'autre chose.
Mais vraiment, on pourrait le donner à plein de joueurs et je pense que tu peux nous dire ton avis, là. Ben ouais, c'est ça. Effectivement, je vais le donner avant Antoine parce que je suis sûr qu'il va me voler la vedette ou sinon. Non, mais sérieusement, mon joueur à moi, c'est Nicolas Lodero. Nicolas Lodero, pour moi, c'est point barre le meilleur joueur de la MLS. Beaucoup de monde vont me dire non, mais t'avais là. Non. Pour moi, c'est Nicolas Lodero. Parce que Nicolas Lodero, il est très important dans le système défensif, il est très important dans le système offensif, il est important sur les deux côtés du terrain. Il s'est battu comme un fou et on l'a vu même à un moment donné se battre dans le coin de sa propre surface, complètement dans le coin à côté du poteau de corner. C'est un joueur extraordinaire qui a jamais lâché. On le voit, c'est le vrai capitaine de l'équipe, c'est le maître à jouer, c'est le chef d'orchestre, c'est tout. Puis j'ai adoré son match. Il a même donné une passe décisive dans ce match-là. Pour moi, c'était à lui parce qu'il m'a impressionné durant tout ce match-là. Ouais, qu'est-ce qu'il est bon, Lodero, c'est un génie. Enfin, et c'est là où tu vois que la MLS a vraiment changé de niveau parce que c'est un mec qui était titulaire à Boca Junior et il y a quelques années, il serait jamais arrivé en MLS. Là, c'est un capitaine qui est marrant parce qu'on ne dirait pas qu'il est quelqu'un de très expressif par rapport à d'autres capitaines en MLS. Pourtant, il a une influence sur le jeu qui est considérable. Moi, je sais pas, j'ai hésité en fait à utiliser Lodero, j'étais en train d'hésiter, je sais pas si j'aurais donné à Lodero ou c'est bizarre parce qu'ils ont perdu, mais Pozuelo a fait un très bon match, j'ai trouvé. Et en fait, il y a c'est plus comme l'a dit Anthony, le collectif de Seattle qui a impressionné, surtout en deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps était vraiment à l'avantage de Toronto. Donc tu vois, ça m'aurait pas choqué si on l'avait donné à Pozuelo par exemple. C'est rare qu'on donne le titre de meilleur joueur de la finale à l'équipe perdante, à quelqu'un de l'équipe perdante. Puis Pozuelo a très bien joué, oui, mais finalement, point de vue de son équipe, ce qu'il a fait, bon, il a donné une passe décisive dans les dernières secondes du match où on s'entend, Seattle était déjà presque en train de célébrer. Donc, oui, Pozuelo a joué un très bon match. Sauf que de là à le nommer joueur du match, je pense qu'il y a deux, trois joueurs qui passent avant, dont bien évidemment Victor Rodriguez qui a marqué le deuxième but, Nicolas Lodero qui est mon choix. Je pense même que Calvin Leerdam qui a fait un très bon match en tant qu'ailier droit, latéral droit, aussi aurait pu mériter ce genre, ce titre-là parce que c'est pour moi c'est les meilleurs joueurs de ce match-là. Sont du côté de Seattle. Après du côté de Toronto, s'il y a à sortir un seul joueur, effectivement c'est Pozuelo. Mais finalement, c'est une défaite 3-1 de son équipe. Donc, je vois mal donner ça à Pozuelo. Tu es d'accord avec moi, Anthony? Ouais, non, vraiment, ça peut. Le MVP de la finale, j'aurais mal vu le donner à un joueur de Toronto. Là. Vraiment, non. Soit vraiment Rodriguez, Lodero, je crois que c'est des bons choix. Là. Et comme j'ai dit tantôt, je suis vraiment pas choqué d'avoir vu Victor Rodriguez, mais j'aurais été choqué d'avoir vu Pozuelo comme MVP. Ouais, c'est marrant par contre parce que la MLS a lancé les votes pour le MVP alors qu'il restait 20 minutes de jeu. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre, mais je suis d'accord. Ouais. Bon, Pozuelo, c'est bizarre parce que oui, ils ont perdu, mais ouais, ça aurait été. Ouais, j'aurais pas été choqué en tout cas si ça avait été Pozuelo. Parfait. Donc maintenant, revenons un peu sur tout ce qu'on a vu durant ces playoffs de la MLS parce que on a, je pense, bien décrypté cette finale. Je sais pas si en premier, si jamais vous avez quelque chose d'autre à dire sur cette finale-là, Antoine, Anthony. J'ai pas l'impression, juste atmosphère géniale. Désolé je sais que je suis supporter, mais quelle ville, Seattle. Enfin, il y a des vidéos qui tournent du stade, 69 000 personnes, du bruit. Il laisse ça vraiment chanter pendant tout le match. Parce que moi, j'ai regardé sans commentaire. Il y avait vraiment du chant pendant tout le match. Et puis la ville, 3 heures avant le match, il y avait des foules et des foules de gens dans les rues en train de faire la fête. C'est vraiment une incroyable prestation. Et aussi, il y avait pas mal de fans de Toronto qui ont fait le voyage. Et pourtant, Dieu sait que c'est un long voyage. Donc, félicitations à eux aussi et respect pour avoir fait tout ce parcours. Ouais, effectivement, c'est une superbe ville de soccer en Seattle. Même chose, il y a plusieurs bonnes villes de soccer aux États-Unis. Seattle en est une, bien évidemment, et c'est magnifique de voir ce genre de fête-là. On oublie, je sais pas si on l'a pas mentionné dans ce podcast, mais il y a eu au-dessus de 69 000 personnes dans le stade, ce qui est comme la deuxième meilleure affluence dans une finale de MLS. La première, c'était l'année passée à Atlanta, qui a un plus grand stade que Seattle. Je pense que si jamais Seattle avait un stade de 300 000 personnes, il y aurait eu 300 000 personnes. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Anthony? Ouais, non, vraiment, Seattle, là, c'est vraiment une belle ville de foot. Là, ça, faut le donner à Antoine, là, parce que ça soit sur le terrain, en dehors du terrain, j'ai l'impression que cette franchise-là fait très bien les choses.
Effectivement. Bon, bref, donc on passe outre cette finale-là, mais on n'oublie pas, oui, Antoine, t'es champion, on le sait, t'es champion. Mais on passe outre cette finale et on va parler un peu de ce qu'on pense. C'est sûr, on est à chaud là. Il est maintenant à peine quelques minutes après le match, mais il y a eu plusieurs rumeurs par rapport à plusieurs joueurs dans ces deux effectifs-là. On parlait en premier de Michael Bradley. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'il va aller rejoindre son père, Bob Bradley, à LAFC. Est-ce que vous pensez que cette rumeur va se concrétiser, vu que maintenant, comme Antoine l'a mentionné, il n'aura pas sa grosse prolongation de contrat? Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonnerait de voir Michael Bradley quitter le navire torontois puis aller à LAFC? Moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je pense que Toronto est prêt à tourner la page, Bradley. Moi, je serais vraiment surpris parce que j'ai vu des interviews où il disait qu'il voulait rester à Toronto. Qu'importe, même s'il y a une grosse réduction de salaire, il adore la ville et je crois qu'il veut finir un peu sa carrière là-bas. Donc, personnellement, je serais très étonné. OK. Et toi, Anthony? Moi, vraiment, je trouve que ça serait quand même, comment je pourrais dire ça, un bon fit pour le LAFC et Bradley parce que vraiment, là, on voit que qu'est-ce qui pourrait manquer au LAFC, c'est justement un joueur comme Bradley. Là. LAFC avec Bradley, là, ça pourrait faire très mal. Là. Oui, effectivement, c'est ce que je pense. Et du côté de Seattle, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est vraiment une grosse réflexion à avoir sur Brad Smith. Deuxième saison de suite où il est prêté par Bournemouth. Est-ce que tu penses qu'il est temps, Antoine, de le signer définitivement? Parce que bon, là, je pense qu'il commence à être quand même très important dans le collectif des Sounders, non? Oui, non, mais ils veulent le signer, ça c'est sûr, mais il a apparemment un salaire très très gros qui le fait carrément un joueur désigné. Donc ça va être compliqué, je sais pas s'il va pouvoir rester, mais c'est un super joueur, vraiment j'aimerais tellement qu'il reste parce qu'il a été essentiel cette saison. Lui et Lerdam, enfin je crois qu'on avait la plus belle paire de latéraux de la ligue. Et ils sont deux joueurs excellents, mais ça va être compliqué de le garder s'il garde ce même salaire. Et j'allais dire, il y a un autre joueur oui, Rui Diaz, il y avait aussi des petites rumeurs qu'il envoyait en Ligue 1 par le Mercato. J'espère que lui aussi restera avec Seattle parce que ce serait une grosse perte. Une très grosse perte, puis il a fait une énorme saison et tu sais bien parce que c'est une bonne transition pour moi. Si jamais j'ai à nommer maintenant le meilleur joueur pour vous en premier de la saison régulière de chacune de ces équipes-là et après coup des playoffs de chacune de ces équipes-là, ce serait qui vos choix? Tiens, on va commencer par Toronto et on va commencer par Anthony. Pour moi, Toronto, vraiment, Pozuelo, je l'ai vraiment aimé. Cette saison. Sinon, je donnerais durant les séries à Toronto, là, je le donne à DeLeon qui a marqué plusieurs buts importants. Est-ce que tu veux que je continue avec Seattle? Non, on commence juste par Toronto. On va écouter Antoine en premier pour Toronto, puis après on reviendra sur Seattle. Non, je pense que le donner à qui d'autre que Pozuelo serait un peu injustifié. Pozuelo, il n'avait pas été excellent toute la saison, mais vraiment, peut-être 75% de la saison, il a été le maître d'orchestre de cette équipe de Toronto, même s'il n'était pas au début. Au début, ça se passait tellement mal sans lui. L'autre qui peut peut-être rivaliser avec lui, ce serait... j'ai un trou, le défenseur central américain. Omar Gonzalez. Ouais, Gonzalez. Je sais pas pourquoi, je ne sais plus son prénom d'un coup. Mais oui, non, Omar Gonzalez qui a vraiment changé son équipe aussi en arrivant en défense centrale parce que je me souviens que c'était une vraie passoire cette défense de Toronto au début de saison. Et Gonzalez est arrivé, j'étais pas certain du transfert quand il est arrivé, j'étais assez perplexe. Je pensais qu'il était un peu vieux. Et non, finalement, il a fait une très belle saison aussi. Dommage qu'il ait été blessé pour la part des playoffs, mais c'était un très bon joueur aussi. Donc, Pozuelo pour moi, par contre, indiscutable. Et dans les playoffs? Bonne question. Dans les playoffs, Benezet a fait un gros impact. J'ai pas vu le premier match de Toronto, mais contre Atlanta, et il avait marqué un beau but. Et puis, même s'il n'a pas fait tout le match, il était intéressant. Et puis là, contre Seattle, j'ai vraiment trouvé Benezet très intéressant. Donc voilà, je vais partir avec lui. Ouais, effectivement. Et Osorio, pardon. Désolé, j'ai oublié. Osorio, super joueur. Peut-être le meilleur Canadien de l'année en MLS, je trouve. Voilà. Ouais, effectivement. Il continue sur sa lancée. Hein. L'année passée, il avait une très, très bonne saison aussi à Osorio. Donc, même si à un moment donné, il est tombé un peu, il est sorti un peu du 11 de départ. Mais après, on l'a vu, ça l'a donné un coup de pied dans le cul. Puis il s'est repris. Puis on l'a vu
vraiment très bien finir la saison. Et même les playoffs, il a très bien fait. Pour moi, je suis d'accord avec vous. C'est sûr que Pozuelo, c'est le meilleur joueur de Toronto durant l'année. Par contre, je sais que toi, tu as donné, Antoine, un petit plus à Omar Gonzalez. Moi, je le donnerais à Quentin Westberg. Pour moi, Quentin Westberg, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup le championnat de France, pas juste en Ligue 1, mais aussi en Ligue 2. Et puis, c'est pas un joueur que je m'attendais pas à ce qu'il ait un aussi grand impact que ce qu'il a eu à Toronto. Et en fait, non, il a été très très bon. Il a 33 ans. C'est un Américain aussi, sauf qu'il est en France depuis des années et des années. Donc bref, j'ai beaucoup aimé l'impact que Westberg a eu sur cette équipe torontoise. Et puis pour les playoffs, pour moi, vraiment le joueur qui a débloquer plusieurs situations, même s'il n'était pas titulaire, c'est Richie Laryea. Oui, vous allez me dire, ouais, c'est un Canadien, c'est pour ça et tout. Non, c'est pas juste pour ça, parce qu'à chaque fois qu'il est rentré, il a fait quelque chose. On l'a vu, c'est lui qui avait fait créer le penalty à New York City FC. Il a été très bon quand il est rentré à Atlanta. Il a été extraordinaire quand il est rentré face à DC United. Bref, pour moi, ça a été un joueur qui a transformer son équipe et qui a été déterminant à chacun des matchs de Toronto. En tout cas, ça, c'est mon avis. Passons du côté de Seattle. Je vais commencer cette fois-ci parce que ça va aller plus vite. Le meilleur joueur pour moi cette saison pour Seattle, c'est Nicolas Lodeiro parce que ça, pour moi, c'est le meilleur joueur et c'est mon petit chouchou, si vous voulez. Par contre, gros chapeau bas à Raúl Ruidiaz qui a fait une très très bonne saison. Oui, pas autant de buts que ça. Il a 11 buts seulement, mais sauf que quand même très très important. Il faut dire qu'il a manqué aussi quelques matchs durant cette saison-là. Bref, vraiment très très impressionné par Raúl Diaz. Puis durant les playoffs, je vais changer un peu au lieu de dire Lodeiro, mais moi je donnerais ça à Gustav Svensson. Svensson, en tant que milieu de terrain, a été... Bon, on sait que Seattle a joué très défensivement, sauf que Svensson, je pense que c'était une des raisons principales pourquoi Seattle a battu LAFC. Parce que c'est lui qui a vraiment bloqué ce milieu de terrain, qui a joué son rôle de milieu défensif à la perfection. Il a même aussi suppléé en défense dans quelques situations où il aidait les défenseurs centraux à dégager des ballons. Bref, pour moi, ça a été le joueur d'impact du côté de Seattle dans ces playoffs. Antoine, cette fois? Moi, j'ai toujours l'impression que Stéphane Frey, c'est le meilleur joueur du monde. Le gardien est vraiment incroyable. Mais il a eu moins d'arrêts à faire que d'habitude, mais j'ai l'impression qu'à chaque match, il sauve des trucs incroyables. Mais pour la saison régulière, je la donnerais peut-être à Jordan Morris, qui est retour de l'année. Il a été élu par la MLS, c'est vraiment super joueur, qui est même en sélection aussi, il a fait une super saison, mais vraiment, il nous a sauvé quand Ruidiaz ou Lodeiro avaient peut-être un peu plus de mal, et au début de saison, vraiment, il était incroyable. Et pour ce qui est des playoffs, je suis assez d'accord avec ton choix de Gustav Svensson, mais je pense que j'irai pour Lodeiro, comme tu l'as dit, c'est vraiment un joueur fantastique à avoir joué, que ça soit, parce qu'on connaissait ses talents offensifs, mais là, en playoff, on l'a dit, Seattle était souvent autour de 30-40% de possession, et Lodeiro s'est parfaitement accommodé à ça et a réussi à jouer vraiment défensivement avec brio. Donc voilà, Maurice pour la saison régulière et puis Lodeiro pour les playoffs. Parfait. Et toi, Anthony? Moi, je dirais Maurice, je l'ai quand même aimé là, durant la saison régulière. Bon retour. Donc, j'aurais le goût de donner mon MVP à Maurice durant la saison régulière. Et au niveau des séries, le Svensson pour ma part. Parfait, donc toi aussi du côté de Svensson et aussi Lodeiro, donc le même choix que moi. Parfait, excellent. Écoutez, je pense qu'on a un peu couvert tout ce qu'on avait à couvrir. C'est sûr que c'est un épisode un peu express parce qu'on voulait vraiment réagir sur ce match, sur cette finale-là le plus rapidement possible. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Antoine, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Juste pour prendre c'est-à-dire prendre un angle un peu plus d'en haut, en fait, pour dépasser un peu le match, il y a juste que voilà, c'était vraiment deux franchises, que ce soit Seattle ou Toronto. Alors Toronto, ils ont eu des débuts compliqués en tant que franchise en général, mais sur ces dernières années, ils ont réussi à vraiment construire un effectif avec de la stabilité, en conservant des stars, mais en laissant aussi partir Jovinko, et en donnant toute la confiance à Vanney. Et puis du côté de Seattle, c'est
10 ans de playoffs. C'est assez incroyable. Et tout ça avec un entraîneur qui était assistant avant, qui n'est pas forcément une grosse star. Et ils ont vraiment extrêmement bien recruté, que ce soit Rudy Diaz, Lodeiro. Ils ont donné de la chance aux jeunes comme Roldan et Morris. Et il y a des franchises qui devraient s'en inspirer, que ce soit de Toronto ou de Seattle. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler l'année prochaine, parce que la CONCACAF Champions League va être dure pour Seattle quand même, parce que ça a commencé la saison très tôt. Mais franchement, deux clubs très bien gérés, et il fallait juste le pointer du doigt, que ce soit au niveau du club et des joueurs, mais aussi de l'infrastructure, des fans. Et voilà, une très belle saison en tout cas. Parfait. Et toi, Anthony, quelque chose à ajouter? Ben moi, si j'avais quelque chose à rajouter sur cette saison, là, ça serait que j'espère que vous avez profité parce que Nashville s'en vient en 2020. Non. Lui, il est déjà à la page 2020. Ben, en tout cas, on a hâte de pouvoir se moquer de toi un peu plus. Non, mais je blague. Non, bien évidemment, on a hâte de voir ce que ça va faire. On aura chacun notre équipe dans ce championnat-là, bien évidemment, en faisant des podcasts les plus objectifs possibles. Comme vous l'avez vu tout au long de la saison, on est capable d'être objectif malgré nos partis pris. Bref, moi, j'ai adoré cette saison de MLS 2019. Vraiment, j'ai été très content de couvrir ça avec vous, mes chers amis. J'ai trouvé on formait une équipe extraordinaire. Je veux remercier tous les auditeurs, tous les lecteurs de notre site de nous avoir suivis, d'avoir commenté nos articles et ainsi de suite. C'est notre première année en tant que site web, puis ça s'est très très bien passé en date d'aujourd'hui. C'est sûr, on vous quitte pas, on sera toujours là à faire des podcasts hebdomadaires durant la saison morte, sauf que c'est la fin d'une saison, mais c'est vraiment le début d'une aventure, n'est-ce pas les amis? Exactement, et puis merci à tous les joueurs aussi qui sont passés sur le podcast et tous nos invités. On a eu une belle réception et tout le monde est assez ouvert à notre idée et puis à notre idée de diffuser le soccer nord-américain à tout le monde. Donc merci à tous et Adi, je crois que tu as tout dit. Parfait. Anthony, un dernier mot pour nos auditeurs et pour nos lecteurs? Ben moi, je tiens vraiment à les remercier d'avoir embarqué dans notre projet fou là, de sites indépendants. Avec les podcasts, même au niveau du Canada, on a créé le podcast Culture Soccer Arabe que tu animes avec Daniel Cameron. Donc vraiment, là, notre but, c'est toujours de vous donner le plus de contenu possible. Et vraiment, là, durant la off-season, là, n'hésitez pas à donner vos idées pour les podcasts, pour des articles, vraiment pour que cette off-season soit à votre image, à votre goût. Donc, ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos besoins. Exactement. Et une dernière chose, bien évidemment, on remercie tous les rédacteurs de notre équipe parce qu'on est plusieurs. On va pas les nommer un à un, mais tous ceux qui sont passés par l'équipe ou qui sont encore avec l'équipe, on les remercie un à un de nous aider et de nous offrir, bien évidemment, leur texte et de nous offrir leur voix dans les podcasts aussi parce que tous sont passés à notre podcast. Donc, bref, merci encore tout le monde et très bonne fin de saison de MLS, puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Culture Soccer.